Merci beaucoup Alain pour l'invitation et pour me permettre de présenter notre travail. Merci à ceux qui sont restés. Donc je suis très honorée d'être dans ce lieu mythique du Collège de France. La dernière fois que je suis venue, la personne qui a parlé de mes travaux, c'était Thierry Lhermitte. Alors je me suis dit, Thierry Lhermitte, ça doit être le Collège de France, ça doit être la maison de Thierry Lhermitte. Je suis un peu déçue de ne pas le voir aujourd'hui. Mais bon, ce sera une prochaine fois peut-être. Donc oui, je vais vous parler effectivement d'un type de lymphocyte T un petit peu particulier qui, même quelquefois pour les immunologistes, peut paraître un petit peu ésotérique. Alors je vais essayer de vous les présenter un peu rapidement. Donc en fait, nous, on les étudie, comme le disait Alain, dans un laboratoire que l'on a appelé Immunoconcept, en fait, parce qu'il se trouve que l'on travaille en coopération entre des immunologistes et des philosophes. Et on a une équipe dans l'unité qui est composée uniquement de philosophes de la biologie et qui travaille sur les concepts en immunologie, qui fait aussi un travail d'épistémologie. Alors en fait, ce n'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Les gamma-delta, pour l'instant, c'est suffisamment conceptuel en soi pour ne pas trop se plonger dans la philosophie du lymphocyte. Alors, donc, c'était parfait de voir le cours d'Alain au préalable de ce séminaire, parce que ça fait vraiment une excellente présentation de toute la réponse immunitaire dirigée contre le CMV. Donc c'est ce que j'ai représenté de façon très schématique dans cette diapositive, et qui a pour but de montrer la complexité en fait de cette réponse dirigée contre le virus, ce virus étant un virus qui a un génome assez important, donc qui va coder un nombre de protéines très important, et donc qui va être très immunogène et solliciter énormément le système immunitaire, comme vous l'a dit Alain, et donc pratiquement toutes les cellules du système immunitaire vont être impliquées, notamment les cellules NK qui vont donc reconnaître les cellules épithéliales infectées, les cellules dendritiques qui vont pouvoir, enfin les cellules présentatrices de l'antigène qui vont pouvoir, elles, être infectées par le virus, mais qui vont aussi avoir pour rôle de présenter l'antigène au lymphocyte T CD8. Et donc nous, on a essayé pendant tout notre travail depuis maintenant une vingtaine d'années de placer les lymphocytes T gamma-delta dans cette réponse immunitaire dirigée contre le virus. Alors avant de vous révéler l'ensemble des résultats, je vais d'abord introduire ces lymphocytes, enfin présenter ces lymphocytes. Donc ce sont des lymphocytes que l'on a l'habitude de placer dans une catégorie que l'on appelle lymphocytes non conventionnels ou lymphocytes de type inné, qui regroupe en fait trois types de lymphocytes que sont les lymphocytes T natural killer, les lymphocytes T invariants associés aux muqueuses et donc les lymphocytes T gamma-delta. Alors pourquoi nous considérons que ces lymphocytes T sont non conventionnels? En fait, essentiellement sur la façon dont ils reconnaissent l'antigène, puisqu'ils ont une façon de reconnaître l'antigène très particulière qui leur est propre. Puisque, comme vous le savez, les lymphocytes T alpha-bêta vont reconnaître des peptides antigéniques présentés par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité à travers un récepteur à l'antigène donc, que l'on appelle alpha-bêta. Les lymphocytes B, eux, vont reconnaître des antigènes extrêmement variés, de nature très différente, grâce à leur immunoglobuline de surface, le BCR. Donc des antigènes qui vont être bien plus diversifiés que cette présentation peptidique par des molécules du CMH qui restreint forcément en fait, le type de reconnaissance par les TCR alpha-bêta. Et les lymphocytes T gamma-delta, eux, ils vont être un petit peu finalement entre les deux, puisqu'ils vont exprimer un récepteur à l'antigène qui est similaire structurellement à celui des lymphocytes T alpha-bêta, donc associé à la molécule CD3 qui va permettre la transmission du signal, mais ils vont reconnaître des antigènes qui peuvent être de nature extrêmement variée, donc finalement un petit peu comme une immunoglobuline. Sauf que la plupart du temps, ces antigènes sont exprimés à la surface de la cellule cible. Donc finalement, une structure similaire entre le TCR alpha-bêta et le TCR gamma-delta, avec une signalisation qui est très similaire également, mais un TCR qui n'est pas restreint par les molécules du complexe d'histocompatibilité. Ce sont des cellules aussi qui sont généralement CD4 négatives et CD8 négatives. Donc quand vous les cherchez dans le sang chez un patient, vous les trouvez généralement dans cette population de lymphocytes T dit double négatif. Et ce sont des cellules qui sont en nombre moins représentées que les lymphocytes T alpha-bêta, puisqu'ils représentent moins de 10% des lymphocytes T
dans le sang périphérique et ils peuvent atteindre jusqu'à 30% des lymphocytes dans les épithéliums. Donc, c'est des cellules qui sont généralement considérées comme une première ligne de défense dans le système, parmi les cellules du système immunitaire, notamment grâce à leur localisation, la localisation dans les épithéliums. Donc, c'est des cellules qui sont très importantes dans l'immunité mucosale et qui vont également avoir un rôle dans l'intégrité des barrières dans les muqueuses. Donc, ils vont avoir comme propriété de reconnaître directement leurs cellules cibles, contrairement aux lymphocytes alpha-bêta qui doivent être activés par des cellules présentatrices de l'antigène après un apprêtement des protéines en peptides et présentation par les molécules du CMH. Les gamma-delta, eux, très rapidement, en fait, vont être directement en contact avec leurs cellules cibles, qui sont pour la plupart du temps des cellules épithéliales, qui vont être stressées, donc modifiées par différents types de signaux. Donc ça peut être une infection virale, ça peut être une transformation tumorale, qui va leur faire exprimer des antigènes de stress qui vont être reconnus par les lymphocytes T gamma-delta, soit par leur TCR, soit par des molécules de costimulation. Et cela va permettre au gamma-delta d'avoir d'abord des fonctions locales qui vont être de tuer les cellules endommagées ou infectées, par exemple, ou les cellules tumorales, de produire de l'interféron du TNF qui vont être importants pour initier la réponse adaptative. Ils vont également participer au recrutement des cellules de l'immunité innée, notamment à travers la production de cytokines ou de chémokines. Ils peuvent avoir des fonctions aussi plus systémiques en se polarisant dans différents types de lymphocytes T gamma-delta, exactement comme les alpha-bêta, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte cytokinique, ils peuvent acquérir différents types de fonctions qui vont leur permettre de participer à la maturation des cellules présentatrices de l'antigène, mais également à l'activation des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Et puis à l'inverse, ils peuvent avoir aussi des fonctions très régulatrices. Notamment, ils ont la capacité d'attirer sur les sites infectés des cellules ou les sites tumoraux des cellules suppressives. Donc, ils peuvent être utiles dans le cas quand on est en fin de réponse immunitaire et qu'il faut contrôler la réponse immunitaire, mais qui, dans des situations comme par exemple l'environnement tumoral, peuvent avoir un rôle négatif sur le système immunitaire. Et donc, les gamma-delta sont aussi des cellules importantes dans la réparation des tissus, puisqu'ils vont produire des facteurs de croissance qui vont permettre la croissance des cellules épithéliales. Alors là, c'est la première fois que je mets un film dans une de mes présentations. Alors, ce n'est pas un film qui a été fait par notre groupe, c'est un film que j'ai tiré en fait, d'une publication du groupe de Karen et d'Elblom, qui est un groupe qui travaille beaucoup sur l'imagerie des gamma-delta in vivo. Donc, c'est pour vous montrer les gamma-delta en action. Donc, vous allez voir en fait un épithélium intestinal de souris vivantes dans lesquels les gamma-delta ont été marqués en vert. La lumière de l'intestin est en rouge et les noyaux des cellules épithéliales sont en bleu. Donc, et vous allez voir en fait les gamma-delta qui patrouillent à l'intérieur de l'épithélium. Ah, pardon. Hop, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Oui, c'est bon. Donc voilà, vous voyez les gamma-delta qui sont en vert et qui patrouillent en fait à l'intérieur des épithéliums. Donc ça, c'est un villi, c'est une villosité du système, de l'intestin. Et donc les gamma-delta en fait patrouillent à l'intérieur de la villosité en contact avec les cellules épithéliales et en fait sont là pour détecter s'il y a un problème sur ces cellules épithéliales, si elles se mettent à exprimer des signaux de danger qui seraient donc là pour activer les lymphocytes T gamma-delta. Alors, les gamma-delta, en fait, ce sont des cellules qui comprennent un nombre important de sous-populations, donc c'est des cellules qui sont assez complexes, et que l'on va classer en fait en fonction de la région variable du récepteur à l'antigène. Alors, de façon assez simple, chez l'homme, on distingue en fait deux grandes populations. Donc, la population qui circule dans le sang, qui est une population qui est invariante ou semi-invariante, donc il y a un TCR qui exprime, qui est toujours constitué par les mêmes chaînes
les mêmes régions variables qui sont la région V-gamma9 et V-delta2, donc on appelle ça donc les lymphocytes T V-gamma9, V-delta2. C'est des cellules qui vont avoir des fonctions plutôt de l'immunité innée, donc qui vont s'activer de façon massive quand ils détectent les antigènes qui sont capables de les activer, on va y revenir. Donc ce sont en fait des antigènes qui sont appelés des phospho-antigènes, qui sont des intermédiaires métaboliques de la voie de biosynthèse des isoprénoïdes, comme par exemple le cholestérol. Et donc, cette voie de synthèse du cholestérol, dans certains micro-organismes, ça s'appelle la voie DOXP, et elle va générer des intermédiaires métaboliques qui sont très puissants pour activer donc ces lymphocytes T, V-gamma9 et delta-2. Et donc, ça permet à ces lymphocytes qui circulent de détecter la présence de ces micro-organismes qui peuvent être, par exemple, responsables de la malaria, de la toxoplasmose ou de la tuberculose. Donc ça permet à ces cellules d'avoir un rôle anti-infectieux, dans l'immunité anti-infectieuse, mais également antitumoral, parce que dans les cellules de mammifères, la voie de biosynthèse des cholestérols va conduire à la génération de métabolites qui sont également capables d'activer ces cellules, mais de façon beaucoup moins puissante. Et donc, dans une cellule normale, il n'y a pas suffisamment de ces métabolites pour que ça active les lymphocytes T gamma delta, mais dans une cellule modifiée, notamment une cellule tumorale, il peut y avoir, parce que la cellule a besoin de proliférer et donc de produire du cholestérol pour générer ses membranes, il va y avoir une surproduction de ces métabolites, et donc ça va permettre au gamma delta, V gamma 9 et delta 2 à la fois de reconnaître des micro-organismes et de reconnaître des cellules tumorales. Alors la deuxième population de lymphocytes T gamma delta, et qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de nos études sur la réponse contre le cytomégalovirus, ce sont les lymphocytes T qu'on a décidé, en fait ce sont tous les autres lymphocytes T gamma delta, et que l'on a décidé d'appeler collectivement les lymphocytes T gamma delta V delta 2 négatifs, par opposition donc au V delta 2 V gamma 9. Donc ce sont des cellules qui, elles, ont des fonctions plutôt adaptatives, comme je vais y revenir tout au long de mon exposé. Et donc c'est des cellules qui avaient été impliquées dans des réponses anti-infectieuses, notamment dans le VIH et dans la réponse au virus des hépatites. Alors pourquoi nous avons commencé à nous intéresser à ces cellules? En fait, de façon un peu fortuite, à l'occasion d'une observation clinique réalisée chez des patients transplantés rénaux. En fait, chez ces patients, nous étudions les lymphocytes T pour essayer de comprendre pourquoi certains patients avaient plus de risques de rejeter leur greffe que d'autres patients. Et en fait, on s'est rendu compte que chez certains patients donc, transplantés rénaux, on observait une expansion de lymphocytes T gamma delta dans le sang périphérique. Et on s'est ensuite rendu compte que c'était uniquement chez les patients qui avaient développer une infection par le cytomégalovirus au cours de leur transplantation. Parce que comme vous le disait Alain, donc le cytomégalovirus est un virus qui va conduire à des symptômes et à une pathologie uniquement chez les patients immunosupprimés. Et donc c'est le cas chez les patients transplantés qui sont immunosupprimés à long terme pour tolérer leur greffe. Et le CMV, chez ces patients, est l'infection la plus fréquente associée à l'immunosuppression. Et donc vous voyez que chez les patients CMV+, on a une expansion très importante de ces lymphocytes T gamma delta dans le sang périphérique. Donc ça, c'est le pourcentage de gamma delta parmi les lymphocytes T dans le sang périphérique. Chez les patients CMV+, en revanche, chez les patients transplantés qui ne font pas d'infection à CMV, on garde un taux normal de lymphocytes T gamma delta dans le sang périphérique parmi les lymphocytes T. Et donc, nous avons montré que ces gamma delta qui s'expandent, ce sont ceux qui sont normalement situés dans les épithéliums et qui ne sont pas dans le sang, enfin qui sont très minoritaires dans le sang habituellement, et qui sont ces fameux V delta 2 négatifs. Donc, notre idée, c'est que probablement le CMV en fait affecte des tissus chez les patients, dans lesquels il y a ces lymphocytes T V delta 2 négatifs qui sont activés et qui ensuite passent dans le sang périphérique. Et c'est nous, ce que l'on peut constater, c'est ce qui se passe dans le sang périphérique, évidemment, puisque c'est toujours difficile d'avoir accès à autre chose chez ce type de patient. Et donc, ce sont des cellules qui ont un répertoire d'antigènes assez diversifié. Donc, on a une expansion qui est, disons, oligoclonale.
Donc la question que l'on s'est posée, c'est est-ce que cette expansion, elle est due juste à l'inflammation liée au virus, et puis elle n'est pas spécialement spécifique, et elle n'a rien à voir avec la réponse immunitaire dirigée contre le virus. Donc ce qui était intéressant de constater chez ces patients, c'est qu'on avait des patients qui expandaient rapidement leur lymphocytes après l'infection à CMV, et d'autres qui subissaient une expansion beaucoup plus tardive. Et donc, quand on comparait ces deux types de patients, on s'est rendu compte que les patients qui vont expandre de façon tardive les gamma-delta après l'infection ont tendance à faire des infections plus sévères, plus longues, donc suggérant que ces gamma-delta sont vraiment là pour effectivement contrôler le virus. Et donc, on a également montré que leur expansion était associée à la résolution de l'infection, c'est-à-dire à partir du moment où vous voyez l'expansion apparaître, à ce moment-là, le patient guérit. On s'est également posé la question, est-ce que c'est dû à l'immunosuppression? Est-ce que c'est parce que ces patients ont des traitements immunosuppresseurs qui vont diminuer les capacités des autres lymphocytes, et notamment des lymphocytes T alpha-bêta, que peut-être les gamma-delta, eux, seraient moins sensibles et donc répondraient mieux? Mais en fait, quand on étudie ces cellules chez des individus sains, donc des donneurs de sang sains, et que l'on classe les patients en fonction de leur sérologie vis-à-vis du CMV, c'est-à-dire les patients qui sont CMV- et qui donc n'ont jamais vu le CMV, n'ont jamais été infectés par le CMV, et les individus CMV+, qui ont donc été en contact avec le CMV, on se rend compte que même bien après cette infection, parce que souvent l'infection à CMV, elle arrive dans la petite enfance, donc là on est chez des adultes, donc bien après leur infection, on voit une cicatrice en fait, de la réponse des gamma-delta au CMV qui est très significative. Donc, ouvrant la possibilité que ces gamma-delta puissent développer une réponse mémoire qui reste à long terme chez l'individu et qui le protège à long terme contre le CMV. Et ça, c'était une question qui, à l'époque, était assez ouverte, parce que comme les gamma-delta étaient considérés comme des cellules à l'interface entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, beaucoup de questions restaient ouvertes sur leur capacité à développer une réponse mémoire. Donc c'est aussi une question que l'on a posée chez ces patients, puisque chez les patients transplantés, l'intérêt c'est que l'on peut comparer des patients qui vont faire une primo-infection, donc qui vont voir le virus pour la première fois, à des patients qui vont faire une réactivation et donc qui vont faire une réponse immunitaire secondaire au virus. Donc c'est le cas, les patients qui font une primo-infection, donc une réponse primaire, sont des patients qui vont être greffés avec un organe qui provient d'un donneur qui est séropositif, donc qui est infecté par le CMV, et les patients étant eux-mêmes, les receveurs de greffe étant eux-mêmes séronégatifs, donc n'ayant jamais vu le CMV. Donc le problème dans ces cas-là, c'est que souvent on leur transmet le CMV avec le greffon, et donc ils vont faire une infection à CMV après la transplantation. Et la deuxième situation, donc l'infection secondaire, c'est quand un receveur de greffe est lui-même séropositif et va être greffé avec un organe d'un donneur séronégatif. Donc on est sûr que s'il fait une infection après sa transplantation, ce sera une réponse secondaire, ce sera une réactivation. Et donc quand on compare ces deux types de patients, on voit que chez les patients qui font une réponse primaire, le temps pour expandre les lymphocytes gamma-delta après l'infection est plus important que chez les patients qui font une réponse secondaire. Donc là encore, c'est une des caractéristiques de la réponse mémoire, c'est qu'elle va avoir lieu, que l'expansion des cellules va se faire beaucoup plus rapidement que lors d'une réponse secondaire. Et cette réponse plus lente est associée aussi à des affections plus longues et plus symptomatiques. Donc d'où l'idée que les gamma-delta sont probablement des cellules capables de faire une réponse mémoire. Et d'ailleurs, ils présentent un phénotype qui est tout à fait caractéristique de cellules mémoire et qui est exactement le même que celui qu'on retrouve sur les alpha-bêta, les lymphocytes T classiques alpha-bêta, qui répondent au CMV. Donc ça, donc là on a parlé déjà tout à l'heure, on sait que les lymphocytes T CD8 qui répondent au CMV, donc que l'on peut détecter ici parmi les lymphocytes T d'un patient grâce à ces marquages avec ces tétramères de HLA, donc ces antigènes spécifiques du CMV. Donc on détecte cette population spécifique du CMV et on voit qu'elle exprime majoritairement ce phénotype que l'on appelle TEMRA, donc pour T effecteur mémoire exprimant CD45RA. Donc c'est des cellules qui sont CD45RA positives,
CD27 négatives. Et quand on regarde les gamma delta, donc chez le même patient qui a donc cette expansion de lymphocytes non delta 2, de gamma delta non delta 2, que donc on arrive à détecter grâce à ce marquage avec un anticorps anti-gamma delta et un anticorps anti-V delta 2, on voit que ces gamma delta ont ce même phénotype de cellules TEMRA. Donc on a un peu le même effet, les mêmes conséquences de cette infection ACMV sur les lymphocytes alpha-bêta et sur les lymphocytes gamma-delta. Et d'ailleurs, on a un peu la même cinétique d'expansion quand on regarde dans le sang périphérique. Ici, vous avez en noir les cellules CD8, donc on peut voir l'expansion des cellules CD8 spécifiques du virus, et en blanc, les lymphocytes gamma-delta. Donc, suite à des infections, donc vous avez ici les pics de charge virale qui sont représentés ici par des pics. Et donc, vous voyez que grosso modo, chez les patients, les gamma-delta s'expandent à peu près au même moment que les alpha-bêta. Donc, on aurait pu s'attendre avec des cellules dites innées à ce qu'elles s'expandent plus précocement. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'ici, on est dans le sang et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les tissus et que probablement, peut-être, les gamma-delta vont intervenir plus précocement dans les tissus, mais que ce que l'on voit arriver dans le sang, c'est beaucoup plus tardif. Alors, les questions qui se posaient à ce stade-là, c'était est-ce que les gamma-delta sont vraiment protecteurs contre le CMV? Est-ce qu'ils sont juste là pour participer à la réponse, mais finalement de façon très redondante avec les alpha-bêta? Et où est-ce qu'ils sont activés par le CMV? Est-ce que c'est dans les tissus? Est-ce que c'est dans le sang? Est-ce que dans quel tissu? Et à quel moment de l'infection vont-ils être activés? Donc, pour répondre à ces questions-là, chez les patients, c'est extrêmement difficile. Donc, nous avons développé un modèle chez la souris, donc en utilisant le virus qui est capable d'infecter le virus, donc le cytomégalovirus qui est capable d'infecter les souris, qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'homme, puisque les cytomégalovirus sont des virus spécifiques d'espèces, mais qui est très proche et qui engendre une réponse immunitaire qui est très proche de celle de l'homme et qui a été un modèle très étudié pour comprendre la réponse immunitaire dirigée contre les cytomégalovirus. Mais les lymphocytes gamma-delta n'avaient jamais été étudiés. Donc en fait, c'est Myriam Capone dans mon équipe qui est chercheuse au CNRS qui travaille sur ces aspects-là. Et donc l'idée, ça a été d'utiliser des souris plus ou moins déficientes pour essayer de voir si les gamma-delta étaient vraiment protecteurs contre le virus. Donc on a utilisé des souris qui étaient soit sauvages, donc qui avaient des lymphocytes alpha-bêta et des lymphocytes gamma-delta, ou des souris complètement déficientes en lymphocytes T, donc qui sont des souris CD3 epsilon déficientes. Des souris qui sont déficientes pour la chaîne, qui sont mutées sur la chaîne du récepteur alpha du TCR, donc qui n'ont que des lymphocytes gamma-delta, ou des souris déficientes pour la chaîne delta du TCR et qui n'ont donc que des lymphocytes alpha-bêta. Donc vous voyez, comme vous le montrait Alain tout à l'heure, que lorsque l'on infecte des souris qui n'ont pas de lymphocytes T, elles vont mourir très vite de l'infection par le CMV, à 30 jours, alors que si elles ont des lymphocytes T, elles survivent, et si elles n'ont que des lymphocytes gamma-delta ou que des lymphocytes alpha-bêta, elles vont survivre aussi. Donc montrant qu'il y a une redondance entre les lymphocytes alpha-bêta et les lymphocytes gamma-delta, mais montrant aussi que les gamma-delta seuls sont suffisants pour protéger la souris contre le virus. Donc on a pu répéter ça sous la forme aussi de transfert adoptif, c'est-à-dire qu'on a infecté des souris avec le virus, on a pris leurs lymphocytes gamma-delta et on les a mis dans une souris qui n'a pas de lymphocytes T. Et donc ça permet de protéger la souris contre l'infection par le CMV. Donc, on voit ici que la souris qui n'a pas de lymphocytes T meurt. La souris à qui on a transféré des gamma-delta d'une souris qui avait vu le CMV, elle va être protégée. Et c'est le cas aussi quand on utilise des souris qui n'ont ni lymphocytes T, ni lymphocytes B, ni cellules NK. Enfin, qui n'ont ni lymphocytes T, ni lymphocytes B, ni cellules NK. Quand on leur transfère des gamma-delta, donc elles vont mourir, elles, encore plus vite de l'infection par le CMV, là, en 15 jours pratiquement. Et quand on leur transfère des gamma-delta à partir d'une souris donneuse infectée, à ce moment-là, elles sont protégées. Donc les gamma-delta ont besoin d'aucun autre lymphocyte pour protéger la souris contre le CMV. Alors maintenant, dans quels organes se passe l'expansion des gamma-delta? Donc on a utilisé ces souris alpha-KO, donc qui permettent de vraiment bien voir la réponse des gamma-delta.
On les a infectés par le CMV et on a ensuite, au bout de différents temps, isolé leur foie, leur rate ou leur poumon pour voir si on pouvait détecter des gamma-delta à l'intérieur des organes infectés. Donc, c'est des sites de réplication connus du virus. Donc, vous voyez qu'en début d'infection, donc au bout entre en fait, 3 jours et 7 jours, on a une expansion des lymphocytes T gamma-delta dans le foie, dans la rate, et une expansion aussi dans le poumon qui se maintient plus longtemps dans le poumon. Et cette expansion des gamma-delta, elle est associée au contrôle du virus, puisque vous voyez ici la charge virale au cours du temps dans les différents organes. Donc, dans des souris qui n'ont pas de lymphocytes, vous voyez que la charge virale augmente jusqu'à la mort des souris, alors que dans les souris qui ont des lymphocytes gamma-delta, on a un contrôle qui est à peu près concomitant avec l'expansion des gamma-delta. Donc, ce que l'on a pu montrer aussi, c'est que les gamma-delta qui s'expandent sont les V-gamma 1, V-gamma 4 chez la souris, qui correspondent à ces populations plutôt adaptatives qui pourraient donc ressembler à celles qui existent chez l'homme. Donc, le CMV est un bon modèle en fait, pour faire des analogies entre les gamma-delta chez l'homme et chez la souris, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a certaines populations de gamma-delta qui existent chez l'homme et pas chez la souris, et inversement, des populations qui existent chez la souris mais pas chez l'homme. Donc, ce modèle nous a permis donc, de répondre à la question est-ce que les gamma-delta sont protecteurs contre le CMV? Donc, effectivement, les gamma-delta seuls peuvent protéger contre le CMV. Ils sont activés dans les tissus infectés. Ils sont suffisants pour protéger, mais finalement, ils sont redondants avec les lymphocytes T alpha-bêta. Ils s'expandent dans les premiers jours de l'infection, de l'activation. Et en revanche, restent des questions en suspens qui sont d'abord auxquelles on essaye de répondre actuellement, c'est quels sont les panels de fonctions qui sont associés à cette protection contre le virus. Donc on sait qu'elles produisent de l'interféron, on sait qu'elles sont capables de faire de la cytotoxicité, mais finalement ce n'est pas tellement différent des cellules NK. Donc comme il y a des cellules NK dans les souris CD3 epsilon KO qui n'ont pas de lymphocytes T, on se demande pourquoi finalement elle ne développerait des fonctions qui soient similaires à celles des cellules NK. Donc on est en train d'étudier cet aspect-là. On étudie aussi leur répertoire de TCR pour avoir une idée de la quantité différente d'antigènes qui pourraient être capables d'activer ces cellules. Et également, nous essayons de déterminer quelles sont les cellules qui sont responsables de la protection à long terme contre le virus. Alors, nous avons aussi développé des études in vitro pour essayer de comprendre comment les lymphocytes gamma-delta pouvaient lutter contre le virus et donc comment elles sont capables de reconnaître des cellules infectées par le virus. Donc, en fait, on fait des co-cultures dans lesquelles on isole des gamma-delta à partir des patients transplantés par le CMV et on les met in vitro en contact avec des cellules. Alors, ça peut être des fibroblastes ou des cellules endothéliales qui sont infectés par le virus et dont on essaye de voir qu'est-ce que ça provoque chez le lymphocyte T gamma-delta. Donc, quand on fait ça, on se rend compte que lorsque on cultive des gamma-delta en présence de fibroblastes, on ne voit pas d'activation. Et quand le fibroblast est infecté, on voit une activation des gamma-delta qui vont se mettre à produire notamment du TNF-alpha, mais également de l'interféron gamma. Ils vont être capables de tuer aussi les cellules infectées par le CMV. Et ces mécanismes, ces activités sont dépendantes de leur TCR. Si on bloque le TCR, ça bloque l'activité. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance antigénique sur les cellules infectées par le CMV. Et en revanche, c'est indépendant du CMH. Donc ça confirme l'idée que les gamma-delta ne sont certainement pas activés par quelque chose présenté par les molécules du CMH. Alors on s'est également demandé si ces gamma-delta pouvaient être capables de reconnaître d'autres types de cellules qui peuvent être stressées, puisque l'idée c'est que les gamma-delta reconnaissent plutôt des signaux de stress plutôt que des molécules vraiment codées par les micro-organismes. Donc on a essayé de voir si ces gamma-delta qui sont capables de reconnaître des cellules infectées par le CMV étaient capables également de reconnaître des cellules tumorales. Et donc, comme vous le voyez ici, ces gamma-delta spécifiques qui s'activent en présence de cellules affectées par le CMV reconnaissent aussi des cellules tumorales, donc plutôt des cellules de type isolées à partir de carcinomes. Ici, c'est des cellules épithéliales normales. Donc, c'est ici des cellules épithéliales tumorales.
donc suggérant qu'en fait, il y a des signaux de stress qui sont communs entre les cellules infectées et les cellules tumorales qui sont reconnus par les lymphocytes T gamma delta. Alors cette double réactivité antivirale, antitumorale, on a pu aussi la documenter in vivo, notamment chez les patients transplantés, puisque ces patients, du fait de leur immunosuppression à long terme, vont être à risque de développer des cancers. Donc, notamment les patients transplantés à 20 ans après la greffe, il y a 50% des patients qui développent des cancers cutanés. Et donc on a pu montrer que chez les patients qui ont des expansions de gamma delta dues au CMV, ces patients ont un risque diminué de développer des cancers cutanés. Donc peut-être parce que ces gamma delta qui s'expandent dans le cadre du CMV sont aussi capables de reconnaître certains antigènes présentés par les molécules exprimées par les cellules du cancer cutané. On a pu aussi identifier ça dans un modèle de souris dans lesquels on greffe, donc ce sont des souris immunodéficientes, dans lesquelles on greffe des cellules tumorales humaines. Et lorsque l'on co-injecte en même temps que la greffe des cellules gamma delta qui ont été induites par le CMV donc chez les patients, on voit que les lymphocytes T gamma delta sont capables de diminuer la croissance tumorale et également de diminuer l'apparition de métastases. Donc, tout ça démontrant à nouveau cette double réactivité antivirale et antitumorale des lymphocytes T, de ces lymphocytes T gamma delta. Donc ensuite, on a essayé de comprendre au niveau moléculaire comment se faisait cette reconnaissance de cellules infectées ou de cellules tumorales par ces lymphocytes T gamma delta. Donc, est-ce que le récepteur à l'antigène est impliqué? Donc, on avait l'impression que oui. Du coup, quels sont les ligands, enfin les antigènes exprimés par ces cellules infectées et qui sont reconnus par les TCR gamma delta? Est-ce qu'il y a d'autres récepteurs activateurs qui sont impliqués? Est-ce que l'inhibition des molécules du HLA par le CMV sont aussi impliquées dans cette capacité à activer les gamma delta? Ou est-ce qu'il y a aussi des molécules solubles du type cytokine, métabolite? Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on a fait à ce sujet, mais ce qu'on a commencé par faire, on essaye de faire des phénotypages assez extensifs des gamma delta entre les patients infectés par le CMV et les patients non infectés, pour essayer de voir les molécules qui sont exprimées par les gamma delta qui sont associées à la réponse et qui pourraient donc avoir un rôle dans cette réponse des gamma delta et dans leur capacité à reconnaître des cellules infectées. Donc, quand on fait ces phénotypages, on se rend compte que les gamma delta, donc on fait un phénotype, comme je vous le disais précédemment, qui est très proche de celui des lymphocytes alpha-bêta qui répondent au CMV. Mais ils ont une spécificité, donc dans les fonctions, c'est pareil, ils sont très cytotoxiques, comme les alpha-bêta ou les NK qui répondent au CMV, donc ils expriment de la perforine, du granzyme B. Mais ils ont une spécificité par rapport aux alpha-bêta qui est d'exprimer la molécule CD16. Donc, c'est la molécule CD16. Donc, c'est une molécule qui est exprimée par les cellules NK et qui permet aux cellules NK en fait, de reconnaître, de faire de l'ADCC, donc de la cytotoxicité dépendante des anticorps, parce que le CD16 est un récepteur de la partie FC des immunoglobulines. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait avoir comme fonction sur les lymphocytes T gamma delta. Donc, quand on observe des gamma delta donc, isolés à partir de patients infectés, donc vous avez ici donc, ce phénotypage classique des gamma delta qui répondent au CMV, donc non delta 2. Donc, vous voyez la différence entre un patient qui est affecté par le CMV et un patient qui ne l'est pas. Donc, on a beaucoup plus de gamma delta, de ces gamma delta non delta 2 dans le sang périphérique, et vous voyez qu'ils expriment pratiquement tous le CD16, alors que les gamma delta d'un patient non infecté ne vont pas exprimer le CD16. Et donc, ce que l'on a pu montrer, c'est qu'en fait, cette expression de CD16, ça ne permet pas aux gamma delta de reconnaître des cellules infectées recouvertes par des anticorps, parce qu'en fait, la plupart des anticorps qui sont produits lors de l'infection par le CMV ne vont pas tellement être dirigés contre les cellules infectées. Il y a assez peu de molécules en fait, qui sont exprimées à la surface des cellules infectées qui vont être reconnues par les anticorps. Les anticorps vont surtout être dirigés contre le virus lui-même. Et en fait, ça permet aux lymphocytes T gamma delta de reconnaître des virus recouverts par les anticorps. Donc, ils se forment des complexes humains, qui vont activer les gamma delta via l'expression de cette molécule CD16. Et ça va leur permettre de produire de l'interféron gamma, dont on a montré que ça leur permettait d'inhiber
enfin de diminuer la réplication du virus. Donc on appelait ce phénomène un phénomène d'ADCI, c'est-à-dire d'inhibition médiée par les cellules dépendantes des anticorps. Alors le problème chez les transplantés, c'est que ça peut être intéressant effectivement, cette expression de CD16 dans le cadre du CMV, mais ça peut être en revanche un problème chez les transplantés, chez les patients qui développent des anticorps contre leur greffon. Donc le problème de ces patients, c'est effectivement que souvent ils développent des anticorps contre les molécules HLA du donneur, qui ne sont pas les mêmes molécules HLA que les leurs. Et donc c'est ce qu'on appelle des DSA en anglais, donc Donor Specific Antibodies. Et ça, c'est ce qui fait le lit du rejet chronique d'allogreffe. Donc c'est la cause la plus fréquente à l'heure actuelle de rejet de greffon. Ce sont des rejets qui sont médiés par les anticorps. Et donc, si un patient a des anticorps dirigés contre le greffon, on peut se demander si les gamma-delta qui expriment le CD16 ne vont pas pouvoir aller reconnaître ces anticorps sur les cellules du greffon. Et donc, on a montré en fait, que les gamma-delta sont effectivement capables de reconnaître des cellules allogéniques quand elles sont recouvertes avec des anticorps anti-HLA. On a pu identifier la présence de lymphocytes gamma-delta dans des lésions d'allogreffe médiées par les anticorps. Et on a pu aussi montrer que un taux élevé de lymphocytes gamma-delta associé à la présence du CMV était aussi associé à une mauvaise fonction rénale. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en considération si un jour on veut utiliser les gamma-delta pour essayer de booster l'immunité anti-CMV, parce que c'est évidemment derrière toutes ces études, il y a un peu cette idée-là, c'est est-ce qu'un jour on pourra utiliser les gamma-delta pour essayer de booster l'immunité anti-CMV chez ces patients ou la réponse antitumorale. Mais il faudra faire attention aux patients qui ont des anticorps anti-donneurs, parce que peut-être que ça pourrait avoir un effet néfaste sur le rejet de greffe. Donc j'espère vous avoir convaincu à travers tout ça qu'il existe un lien assez spécifique entre le CMV et ces lymphocytes T V-delta 2 négatifs, donc qui ont été en fait, ce lien a été confirmé par d'autres groupes dans d'autres situations, donc notamment par le groupe d'Alain Fischer chez des nouveau-nés immunodéficients, donc qui ont tendance à développer des infections à CMV et chez lesquels il y avait effectivement cette expansion de lymphocytes gamma-delta, mais également chez des nouveau-nés subissant des infections in utero ou dans la transplantation de moelle ou chez des femmes enceintes. Et donc, tout ça nous amène à l'idée quels sont finalement les antigènes dans ces situations qui sont exprimés dans le contexte du CMV, qui vont être reconnus par les lymphocytes gamma-delta. Donc c'est important d'une part pour essayer de comprendre les fonctions des gamma-delta, mais aussi parce qu'on pourrait imaginer que ça puisse être des molécules qu'on puisse utiliser en immunothérapie pour faire de la vaccination, pour essayer de stimuler l'immunité gamma-delta dirigée contre le CMV. Alors c'est une question qui aussi, d'un point de vue plutôt fondamental sur la compréhension des fonctions des gamma-delta, était assez importante parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on connaît très mal en fait, les antigènes qui sont reconnus par ces récepteurs à l'antigène des lymphocytes gamma-delta. Donc la première chose, c'était d'essayer de s'assurer que la réponse vis-à-vis du CMV, elle était bien médiée par des antigènes reconnus par les TCR des gamma-delta. Donc ça, en étudiant le répertoire des gamma-delta, on avait déjà cette indication, puisqu'en comparant en fait la diversité du répertoire des gamma-delta entre des patients qui sont CMV négatifs ou CMV positifs, on se rend compte qu'on a une restriction du répertoire, donc suggérant que certains clones de gamma-delta ont effectivement répondu au CMV et ont subi une expansion. Et ça, c'est des études qu'on a faites il y a déjà 20 ans, donc avec une technique qui s'appelait l'immunoscope, donc qui était un petit peu limitée. Mais maintenant, on a des techniques beaucoup plus perfectionnées. Donc ça a été publié très récemment par le groupe d'Imo-Prinz en Allemagne, qui a fait ce qu'on appelle du deep sequencing, enfin de l'analyse au débit du répertoire de lymphocytes. Donc lui, il s'est concentré sur les lymphocytes gamma-delta, et il a étudié ça chez des patients receveurs d'allogreffe de moelle. Et ce qu'il a constaté, c'est que chez les patients qui faisaient des infections à CMV, donc ici, chaque couleur correspond à en fait, une séquence du TCR gamma-delta et donc à un clone de lymphocyte gamma-delta.
Et donc, vous voyez qu'après le CMV, on a une modification du répertoire des lymphocytes gamma-delta avec l'expansion de certains clones, comme par exemple le clone orange ici, qui va prendre en fait toute une part extrêmement importante du répertoire gamma-delta, qui va s'expandre énormément. Et donc, on peut supposer que ce clone-là, par exemple, il a répondu à un antigène qui est lié à la présence du CMV. Donc, du coup, ça devient intéressant d'essayer d'identifier ces antigènes qui sont présents à la surface des cellules infectées par le CMV. Donc, on a essayé de développer une stratégie pour aller à la pêche et à l'identification de ces antigènes, qui a été donc d'utiliser ces clones gamma-delta isolés à partir des patients et d'étudier donc des TCR particuliers qui nous paraissaient intéressants parce que très représentés dans la population initiale chez les patients. Donc, on isole ces clones, on les expand in vitro et on prend leur TCR que l'on met, en fait, par transduction lentivirale, on fait exprimer ce TCR dans une lignée reporter, qui est une lignée de JUR4, une lignée donc de lymphome T, qui n'exprime pas de façon spontanée de récepteur à l'antigène, mais qui, quand on la transfecte donc quand on lui fait exprimer un TCR recombinant venant d'une autre cellule, va s'associer avec ce TCR va s'associer avec son CD3 endogène, et on a montré que quand on l'engage, elle se met à exprimer du CD69. Et donc c'est un test très facile à utiliser pour tester la présence d'un antigène, de l'antigène de ce TCR-là sur une cellule. Donc, quand on a pu montrer qu'une cellule exprime l'antigène dirigé contre ce TCR gamma-delta, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on infecte les souris avec cette cellule, donc soit une cellule infectée par le CMV, soit une cellule tumorale. Et donc, la souris va s'immuniser contre ces cellules, elle va produire tout un tas d'anticorps dirigés contre toutes les protéines possibles ou toutes les molécules exprimées par la cellule, toutes les molécules différentes de celles qui sont exprimées par la souris, qui sont présentes dans la souris. Et en fait, on va screener les anticorps qui sont spécifiquement les anticorps qui sont dirigés contre l'antigène qui nous intéresse, par leur capacité en fait, à inhiber cette activation de la lignée reporter lorsqu'elle est en présence de la cellule donc, qui exprime cet antigène. Et en fait, cet anticorps, donc, du coup, il a la même spécificité antigénique que le TCR de départ qui nous intéresse, donc il reconnaît cet antigène que l'on veut identifier. Et donc l'anticorps, en fait, nous sert d'outil pour aller immunoprécipiter cet antigène dans le lisa des cellules. Et on va identifier ensuite l'antigène avec une technologie qui s'appelle la spectrométrie de masse, donc qui permet en fait de donner la carte d'identité de la protéine qui est reconnue par l'anticorps. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que l'on a fait en utilisant cette stratégie. Donc, par exemple, on est parti d'un clone qui est un clone gamma-delta qui s'appelle le clone 73 et qui reconnaissait des cellules infectées par le CMV et des cellules tumorales. Donc, on a pris son récepteur à l'antigène que l'on a mis dans cette lignée reporter, que l'on appelle donc du coup maintenant JRT373. Et donc, cette JRT373, on teste sa capacité à reconnaître tout un tas de cellules tumorales, et notamment des cellules de glioblastome ici, et on voit qu'elle a une très bonne réactivité. Donc on regarde ça avec l'expression de ce CD69, qui est notre marqueur d'activation sur ces lignées reporters. Et donc on voit que cette lignée de glioblastome, elle est capable d'activer très, très efficacement la lignée 73R9. Donc a priori, elle exprime l'antigène qui est reconnu par ce TCR. Donc ensuite, on immunise des souris avec cette lignée, U373, et on screen les anticorps sur leur capacité à bloquer la réactivité de la JRT3 contre ces glioblastomes. Et donc, c'est l'anticorps rouge ici là, qui va nous intéresser par rapport à tous les anticorps qui vont être capables de reconnaître plein d'autres choses sur les cellules. Donc ici, ça, c'est les anticorps qui reconnaissent tout un tas d'autres choses. Et celui-là, c'est celui qui inhibe la réactivité, donc qui, a priori, reconnaît l'antigène. Donc là, ici, on l'a appelé FMS. Donc cet anticorps FMS, on a pu montrer qu'il était capable d'inhiber cette réactivité donc, contre la lignée de glioblastome, mais il est également capable de bloquer la réactivité de cette lignée JRT3 contre des cellules infectées par le CMV. Donc ici, on a la réactivité contre les cellules infectées par le CMV qui est inhibée en présence de l'anticorps. Donc on s'est demandé si différents types de stress autres que le CMV pouvaient induire l'expression de cet anticorps, de cet antigène reconnu par le FMS.
Donc c'est par exemple le cas de différents stress qui vont tous générer un stress oxydatif. Donc c'est un terme assez générique, mais en tout cas qui est un stress qui est lié à la génération d'espèces réactives de l'oxygène. Donc c'est par exemple le cas quand on met cette lignée donc, de glioblastomes en hypoxie et qu'ensuite on la repasse en normoxie. Donc on va avoir une réoxygénation massive et qui va donc entraîner une réactivité de cette, qui va lui conférer la capacité d'activer cette lignée reporter JRT373, ce qui est bloqué avec l'anticorps FMS. Et on voit que plus on met les cellules en hypoxie et plus on induit l'expression de l'antigène qui est reconnu par cet anticorps FMS. Et donc c'est vrai aussi quand on met les cellules, quand on fait un choc thermique par exemple. Donc on a l'impression que cet antigène qui est reconnu par l'anticorps FMS, c'est un marqueur général de stress qui pourrait donc être reconnu par les lymphocytes T gamma delta. Donc ça nous semble être quelque chose d'intéressant à identifier. Donc du coup, on immunoprécipite à partir de toutes les cellules que l'on connaît qui expriment cet antigène donc reconnu par cet anticorps FMS. Donc pour ça, on fait des LISA de ces cellules, on les incube avec cet anticorps et ça nous permet sur un gel non pas d'agarose, un SDS page, polyacrylamide, voilà. On fait migrer en fait les protéines à l'intérieur du gel polyacrylamide, et donc on incube, on détecte en fait la présence des protéines qui sont spécifiquement reconnues par cet anticorps FMS et pas par des anticorps contrôle. Donc c'est cette bande ici. Donc en fait, ce qui est spécifiquement exprimé par ces cellules et qui est reconnu par l'anticorps, c'est ces bandes ici. Donc en fait, sur ce gel, on va isoler ces bandes, on les soumet à cette spectrométrie de masse qui permet d'avoir l'identité en fait des protéines contenues dans cette bande-là. Et dans ce cas-là, la protéine principale qui était contenue dans cette bande-là, c'était l'annexine A2. Alors ça nous a dans un premier temps paru extrêmement surprenant parce que l'annexine A2 c'est une protéine qui est plutôt intracellulaire. Donc comme les gamma delta reconnaissent en fait la membrane des cellules cibles, on s'attend plutôt à une protéine qui est exprimée à la surface des cellules. Mais finalement, l'annexine a quand même des propriétés qui nous ont semblé être assez en cohérence avec tous nos résultats. Alors en fait, c'est une protéine qui est connue pour pouvoir adhérer aux phospholipides de façon dépendante du calcium. Donc en fait, quand la concentration calcique dans la cellule est faible ou normale, l'annexine A2 est intracellulaire et dans le cytoplasme, et dès que la concentration en calcium augmente, à ce moment-là, elle prend une affinité très forte pour les phospholipides, donc en fait qui constituent les membranes internes des cellules. Donc elle va aller se fixer sur toutes les vésicules internes de la cellule, mais également sur la membrane plasmique. Et quand elle se met sous une conformation particulière qui est en fait un hétérotétramère avec la protéine 11, donc comme vous voyez ici 2 annexines A2 avec 2 protéines 11, elle a la capacité, si elle est phosphorylée, de transloquer à la surface des cellules. Et il a été montré qu'en fait, cette translocation pouvait notamment permettre la fixation du plasminogène. Donc du coup, même sans être transmembranaire, c'est quand même une protéine qui peut se retrouver à la surface des cellules et en plus, de façon uniquement dans des situations de stress, et notamment ça avait été montré que ça pouvait arriver dans des cas de stress thermique ou de stress oxydatif. Donc ça correspondait bien à ce qu'on avait vu sur les cellules de glioblastome. En plus de ça, il y avait un lien avec le CMV, puisqu'il avait été montré que le CMV induit la phosphorylation de l'annexine A2, qu'elle se fixe, que le CMV du coup se fixe sur l'annexine A2, et que cette fixation augmente l'affection des cellules par le CMV. Et il avait été montré aussi que cette protéine est surexprimée dans les cellules de glioblastome et que même chez les patients, son expression est corrélée avec le grade histologique de la tumeur de type glioblastome. Donc, de fortes indications que l'annexine A2 pouvait effectivement être l'antigène reconnu par l'anticorps. Maintenant, il fallait vraiment le prouver définitivement. Donc pour faire ça, on a utilisé en fait de l'annexine A2 recombinante que l'on peut trouver dans le commerce, que l'on a fait migrer toujours pareil sur un gène de polyacrylamide, et cette fois on a incubé le gène avec notre anticorps FMS, et on a pu montrer qu'effectivement le FMS est capable de reconnaître la protéine recombinante annexine A2
En revanche, il ne reconnaît pas la protéine S110, la protéine P11. Donc sur le tétramère, si ça reconnaît le tétramère, c'est l'annexine A2 qui est reconnue. Et du coup, la protéine A11, elle migre à cette taille-là, et vous voyez qu'il n'y a pas de reconnaissance du FMS à cette taille-là. Et quand on fait des ELUA, des surfaces de cellules de glioblastome, on voit que la protéine qui est reconnue par le FMS a bien la même taille grosso modo la même taille que la protéine annexine A2. Bon, ici, elle migre un peu plus haut parce qu'en fait, elle est associée à quelque chose qui permet de la reconnaître. Et quand on regarde ici aussi, avec l'anticorps anti-annexine A2 utilisé en Western blot, on voit qu'on reconnaît la protéine annexine A2 recombinante ici, et où on reconnaît de l'annexine A2 dans l'ELISA à la même taille que le FMS. On a aussi inhibé l'expression d'annexine A2 dans des cellules en utilisant l'ARN interférence. Et donc ça, on voit que quand on diminue l'expression d'annexine A2, on diminue la capacité du FMS de marquer les cellules de glioblastome. Et ensuite, on a montré que cette protéine était bien reconnue par le TCR, enfin le récepteur à l'antigène 73, parce que là on avait une reconnaissance par l'anticorps. Maintenant, on pense que l'anticorps reconnaît la même chose que le TCR, mais il fallait là aussi le démontrer. Donc ça c'est, excusez-moi pour cette diapo un peu chargée, mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on est capable de faire. Mais là, je vais juste me concentrer, par exemple ici, sur l'annexine. On utilise l'annexine A2 recombinante pour activer cette lignée reporter donc, qui exprime le TCR 73. Donc on voit qu'avec des doses croissantes d'annexine A2, on va activer cette lignée reporter de façon pratiquement aussi efficace qu'un anticorps anti-TCR. En revanche, si on utilise maintenant la protéine S100A10, qui est cette protéine P11, on ne voit pas d'activation, et quand on met les deux en même temps, on ne fait pas mieux qu'avec l'annexine A2. Donc c'est vraiment l'annexine A2 qui est reconnue par le TCR. L'annexine A6, qui est donc une protéine homologue de l'annexine A2, mais qui est un petit peu différente, n'est pas capable d'activer. Donc c'est très spécifique de l'annexine A2. Et maintenant, si on revient sur le clone de départ, qui était le clone qui a été isolé du patient et qui exprime ce TCR, on voit qu'on est capable de l'activer avec l'annexine A2, mais pas avec l'annexine A6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va induire différents types de fonctions. Donc, par exemple, la cytotoxicité, comme on peut la révéler avec l'expression du CD107, mais également la production de différentes cytokines, comme le TNF-alpha, le GM-CSF, le relargage de granzyme B, la production d'interféron gamma, mais pas d'interleukin 8, par exemple. Et après, pour prouver définitivement qu'on a bien une interaction entre le TCR et l'annexine A2, parce que finalement, ici, on peut imaginer que l'annexine A2, par exemple, elle pourrait activer les cellules, leur faire exprimer quelque chose qui, à leur tour, était reconnu par le TCR. Donc, pour prouver définitivement qu'on a bien une interaction moléculaire entre l'antigène et l'annexine A2, en fait, on produit de façon, sous leur forme soluble, le TCR et l'annexine A2, et on met ça dans en fait, ce qu'on appelle, on fait de la résonance plasmonique de surface. Donc on met ça dans une machine qui va permettre de détecter en fait cette interaction et qui va donner un signal uniquement s'il y a vraiment une interaction entre la protéine qu'on fixe sur la surface et la protéine qu'on fait passer dans un flux dans la machine. Donc ici, vous voyez l'interaction entre ce TCR73 et l'annexine A2 qui n'est pas observée quand on utilise d'autres TCR. On peut identifier parmi des lymphocytes T gamma delta totaux, donc en polyclonaux isolés à partir de patients, une petite population de gamma delta qui est activée en présence d'annexine A2. Donc c'est ce qu'on détecte ici en détectant la capacité des cellules gamma delta à proliférer quand elles sont incubées en présence d'annexine A2. Donc c'est ce que permet de faire ce test de dilution du CFSE. Donc on voit ça chez différents patients et on voit que c'est spécifique de l'annexine A2, qu'on n'a pas la même chose avec l'annexine A6. Donc notre idée, c'est que l'annexine A2 est un signal de stress qui va permettre au gamma delta de reconnaître des cellules infectées par le CMV ou des cellules tumorales ou différents types de cellules stressées. Donc en utilisant cette stratégie, donc il faut bien, là ce dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que tout de suite, c'est que en fait, cette annexine A2, elle n'est reconnue qu'à par une toute petite population de gamma delta. Ça n'explique pas du tout la totalité de la réponse, loin de là. Et donc en fait, on a comme ça
étudié différents récepteurs à l'antigène isolés à partir de différents clones, et en fait, à chaque fois, on est tombé sur un antigène différent. Donc c'est ce qui s'est représenté ici. Donc vous avez l'annexine A2 ici. Mais on a aussi identifié des protéines qui sont similaires aux protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, comme par exemple l'endothélial protéine C récepteur, qui est un récepteur exprimé sur les cellules endothéliales impliqué dans la coagulation, donc avec une structure complètement différente. Ici, vous avez l'EFA2 aussi, qui a une très grosse molécule, qui est un récepteur de tyrosine kinase, qui est vraiment, qui n'a rien à voir, donc qui confirme l'idée que les gamma-delta reconnaissent vraiment des protéines aux structures complètement différentes. Donc, ce qui est cohérent avec l'idée que les gamma-delta reconnaissent leur antigène de façon similaire aux immunoglobulines. La question qui se pose, c'est est-ce que ces cellules sont vraiment toutes des antigènes de stress? Alors, pour l'annexine A2, oui, probablement, parce qu'elle peut être exprimée en surface qu'après un stress. Mais par exemple, pour FA2 ou EPCR, c'est des molécules qui sont exprimées de façon constitutive sur les cellules. Donc, comment les gamma-delta ne s'activent pas en permanence contre ces antigènes? Donc ça, c'est des questions qui restent en suspens. Est-ce qu'il y a des antigènes, des voies de stress particulières qui induisent l'expression modifiée ou une surexpression de ces molécules? Et aussi une question qui reste vraiment, je pense, intéressante, c'est les lymphocytes T gamma-delta sont des cellules qui vont subir la sélection dans le thymus, contrairement aux immunoglobulines, enfin aux lymphocytes B. Donc, comment des antigènes aussi diversifiés vont pouvoir permettre la sélection de ces cellules dans le thymus? Ça, c'est une question qui reste aussi complètement ouverte. Alors, je vais finir très rapidement. Alors, juste parmi les autres molécules qui peuvent être capables les autres signaux qui pourraient être impliqués dans la réponse de ces lymphocytes T gamma-delta, autres que l'antigène vraiment reconnu par le TCR, on a étudié en fait le rôle des molécules HLA. Parce que, comme vous le disait Alain tout à l'heure, le CMV est capable d'inhiber l'expression des molécules HLA sur les cellules infectées pour pouvoir échapper à la réponse des lymphocytes T alpha-bêta. Or, les gamma-delta ne sont pas restreints par les molécules du HLA, donc on s'est demandé si ça ne pouvait pas représenter un avantage pour ces cellules. C'est quelque chose qu'on met toujours dans notre discussion de papier. On dit toujours, oui, probablement qu'ils sont avantagés parce qu'eux, ils n'ont pas besoin des molécules HLA. Mais on ne l'avait finalement jamais prouvé. Donc on a initié récemment une collaboration avec le groupe de Gavin Wilkinson à Cardiff, qui a généré tout un tas de souches de CMV mutantes, et notamment une souche qui est délétée pour tous les gènes qui sont capables d'induire cette diminution de l'expression des molécules HLA. Et on a isolé des gamma-delta et des alpha-bêta à partir du même patient, et on les a mis en contact avec des cellules qui sont infectées soit avec le CMV sauvage, soit avec le CMV mutant. Donc il faut qu'on utilise des fibroblastes qui soient matchés au niveau HLA, puisque les alpha-bêta, ils ont besoin du HLA. Donc bon, ce n'est pas des expériences qui ne sont pas complètement simples, mais on a fini par y arriver. Donc vous voyez ici des fibroblastes. Donc ça, ici, c'est l'expression des HLA par les fibroblastes. Donc vous voyez que quand les fibroblastes sont infectés par le CMV, il y a une diminution de l'expression, donc qui n'est pas majeure dans cette expérience-là. Mais enfin, surtout, ce qui est important de voir, c'est que quand vous avez un CMV qui est délété pour ces gènes qui régulent l'expression des classins, à ce moment-là, les classins se mettent à être réexprimés, donc de façon très importante, parce qu'ici, c'est coupé, l'échelle est coupée. Mais vous avez donc une surexpression très importante quand on utilise un CMV mutant. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la réponse des gamma-delta et des alpha-bêta à travers leur capacité à produire de l'interféron quand ils sont donc en présence de ces fibroblastes infectés ou non. Donc quand les fibroblastes sont infectés par le CMV natif, vous voyez que vous n'avez que les gamma-delta qui sont capables de répondre, les alpha-bêta répondent très mal. Et quand les cellules sont infectées par du CMV qui est capable qui ne régule plus les molécules du HLA. À ce moment-là, les gamma-delta ne répondent plus et les alpha-bêta se mettent à répondre. Donc on a vraiment une réponse en miroir entre les alpha-bêta et les gamma-delta, donc suggérant qu'effectivement, dans une situation où vous avez un CMV normal, les gamma-delta vont mieux répondre que les alpha-bêta. Alors pourquoi ils sont inhibés en présence des cellules, des molécules HLA? Probablement parce que c'est des cellules qui sont très autoréactives. Comme tous les antigènes que je vous ai présentés, en fait, c'est des antigènes qui sont des auto-antigènes, en fait. Donc c'est des cellules qui sont très autoréactives, et donc il faut qu'elles soient contrôlées en permanence pour ne pas générer de l'auto-immunité. Et donc ce qu'on avait montré, c'est que dans le cadre du CMV, elles sont capables d'exprimer ces molécules KIR,
qui sont des molécules, donc, qui sont des récepteurs inhibiteurs des molécules HLA. Donc, vous voyez ici l'expression de ces molécules KIR par les cellules spécifiques du CMV, les alpha-bêta CD8 spécifiques du CMV. On n'a que 3% des cellules qui les expriment, donc il n'y a pas grande expression. En revanche, sur les cellules gamma-delta, vous voyez que l'expression est très forte, puisque jusqu'à 50% des cellules expriment ces molécules KIR. Et encore là, on en étudie un à chaque fois. Et si on faisait la somme de toutes les molécules KIR potentiellement exprimées, probablement que la très grande majorité des gamma-delta les expriment. Et on voit que c'est induit par le CMV, parce que chez un patient qui n'est pas infecté par le CMV, l'expression par les gamma-delta est plus faible. Donc notre hypothèse actuelle qu'on est en train de tester, c'est qu'en fait, quand on utilise un CMV qui régule l'expression des molécules HLA, en fait, on va avoir un signal surtout positif et une activation des gamma-delta via leur TCR et via d'autres choses, parce qu'en fait, les molécules KIR ne sont pas tellement engagées. Alors que quand on est dans le cas d'un CMV qui va donc ne plus être capable de diminuer cette expression des molécules HLA, à ce moment-là, les gamma-delta ne vont plus être capables de répondre. Je vais passer ça. Alors, juste deux diapos pour conclure sur l'utilité finalement d'étudier ces lymphocytes T gamma-delta en clinique, et notamment évidemment chez les patients transplantés, puisque c'est eux qui nous intéressent plus particulièrement. L'infection ACMV, donc, ça reste un problème majeur en transplantation. Donc, il existe des molécules antivirales qui sont capables de contrôler le virus, mais c'est des traitements qui ne sont pas parfaits parce que c'est des traitements qui sont toxiques et qui, en plus, génèrent des résistances. Or, le nombre de molécules accessibles pour le moment est assez limité. Donc, ça reste intéressant d'essayer de comprendre comment le système immunitaire se défend contre le virus pour essayer de proposer en fait, des nouveaux types de médicaments qui seraient plutôt des immunothérapies et donc qui permettraient de protéger le patient à travers sa propre immunité. Et donc, il y a beaucoup de groupes en ce moment qui essayent de détecter en fait, de mettre en évidence des marqueurs immunologiques qui seraient des marqueurs de protection contre le CMV. Alors, beaucoup de gens travaillent évidemment sur les lymphocytes alpha-bêta, sur les NK, et donc l'intérêt, ça pourrait être d'utiliser ces marqueurs de prédiction, de protection, pour éviter de sur-traiter les patients. Parce qu'en fait, ce qui est utilisé le plus souvent maintenant, c'est que quand un patient est greffé, on va lui donner une prophylaxie anti-CMV pendant 3 mois, voire 6 mois. Donc, et comme je vous le disais, c'est des traitements qui sont quand même assez toxiques. Alors que l'on sait que parmi ces patients, il y en a, on le sait parce que quand on ne donne pas les médicaments, on sait qu'il y a à peu près 50% des patients qui ne vont pas faire l'infection. Donc ils sont en fait protégés dès le départ par leur immunité. Donc savoir quels sont les patients qui sont protégés et à qui on pourrait éviter d'être traités, c'est un sujet assez intéressant. Et donc nous, évidemment, on essaye de voir si les gamma-delta ne pourraient pas nous aider pour ça. Donc on fait des études chez les patients, donc en longitudinal, comme ça peut être montré ici. Donc ici, vous avez les patients qui font des primo-infections, les patients qui font des réactivations. Donc vous voyez que les patients en bleu, ce sont les patients qui ne font pas d'infection ACMV, dans lequel on a positionné ici la moyenne du taux de gamma-delta chez ces patients. Et puis en rouge, c'est l'expansion des lymphocytes gamma-delta donc dans le sang périphérique. Donc vous voyez que chez les patients qui font une réactivation, l'expansion est plus rapide que chez les patients qui font une primo-infection. Ce que l'on peut voir aussi ici, c'est qu'entre les patients qui ne vont pas faire d'infection ici en bleu ou les patients qui font une infection en rouge, avant, en fait, ici, ici le J0, c'est le J0 de l'infection. Donc ici, on est au début de la greffe. On voit qu'au début de la greffe, les patients qui vont faire une infection ont tendance à avoir un taux de lymphocytes gamma-delta plus faible que les patients qui vont faire des infections. Donc ça pourrait être par exemple un marqueur qui pourrait nous servir pour dire chez les patients qui ont suffisamment de gamma-delta, on ne va pas les greffer, on ne va pas les traiter et ils vont réussir à s'en sortir tout seuls et à ne pas faire d'infection. Et puis ce qu'on a également étudié, c'est les patients qui font une infection que l'on va traiter avec un traitement curatif. Et ensuite, à la fin du traitement curatif, pour les cliniciens, il n'est pas encore très clair s'il faut mettre une prophylaxie pour éviter une récidive de l'infection ou s'il faut laisser les patients sans traitement. Donc on a essayé de voir si à la fin du traitement curatif, les gamma-delta pouvaient nous aider à prendre cette décision. Et donc, en fait, quand on étudie l'expansion des gamma-delta chez ces patients,
Donc en noir, vous avez le pourcentage de patients qui ont fait une expansion, qui ont donc subi cette expansion de gamma-delta à la fin du traitement curatif. Et vous voyez que quand les patients ne font pas de récidive de l'infection, en fait, à la fin du traitement curatif, 95% de ces patients avaient une expansion de gamma-delta, alors que les patients qui vont faire des infections récurrentes, seulement 14% d'entre eux avaient une expansion de gamma-delta. Donc, d'où l'idée que probablement, enfin que peut-être, donc il y a un essai thérapeutique maintenant prospectif qui est en cours pour essayer de voir si effectivement, chez ces patients-là, à la fin du traitement curatif, le taux de gamma-delta va pouvoir nous aider aider les cliniciens à ne pas traiter les patients, ne pas surtraiter les patients. Voilà, donc tout ça pour en arriver donc à ma diapo de départ finalement. Donc les lymphocytes T gamma-delta sont bien impliqués dans l'immunité dirigée contre le CMV, que probablement ce que l'on pense, c'est qu'ils vont intervenir assez précocement. En tout cas, chez la souris, on voit qu'ils s'expandent assez précocement, plus tard que les NK, mais quand même assez précocement dans les tissus infectés. Donc, ils sont capables de reconnaître sur les cellules infectées des signaux de stress qui les activent, qui vont induire leur expansion, leur migration dans le sang périphérique. Dans ça, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui provoque quand même ce passage massif dans le sang périphérique. Leur capacité aussi, c'est que ces gamma-delta sont capables de reconnaître du virus recouverts par les anticorps, donc ce qui provoque leur production d'interférons. Et donc, tout ça, on pense que les gamma-delta vont donc participer à la protection contre la réactivation du virus et donc participer à la protection à long terme des patients ou des individus contre le CMV. Voilà, je vais peut-être juste faire la diapo de remerciements. Donc, remercier l'ensemble des membres de l'équipe qui sont impliqués dans ces travaux, donc, notamment sur ce que je vous ai montré, des étudiants en thèse, donc Thomas Bachelet, Anna Kaminski, Camille Cairala, Romain Layal, et des ingénieurs comme Sonia Netzer et Vincent Papalardo, et également le service de transplantation rénale, les services de virologie aussi de Bordeaux, et la plateforme de cytométrie aussi à Bordeaux. Et je vous rappelle que Bordeaux est une ville magnifique. Il ne faut pas hésiter à venir visiter.